croyez sincèrement que ce conflit relève d'une guerre de religion? Ça dépasse de beaucoup la question des divergences idéologiques. Je vois. Je peux comprendre que des hommes se battent pour une cause, pour défendre leur pays, une religion, une vision du monde, tout ce en quoi ils croient. Mais je refuse qu'à ce titre, on tue des innocents, des femmes et des enfants. L'objectif à atteindre a toujours un prix. C'est justement sur cette question que nos points de vue divergent profondément. Vous comprenez, Raouf? Bonjour à vous, je vais conclure ma série sur les films d'arts martiaux, hein. J'avais fait le profil de Jean-Claude Van Damme et de Steven Seagal. Là, je vais conclure sur un des derniers films de Steven Seagal, Contract to Kill, Permis de tuer, ce qui permettra de bien faire tomber l'imposture du personnage de Steven Seagal. J'ai pas été jusqu'au bout dans la précision avec Steven Seagal, mais le dernier film là permet de bien faire tomber les masques. Alors, en préambule, pour comprendre le film et l'imposture que ça représente, parce que c'est d'actualité, comprenez la manière dont la géopolitique s'observe actuellement. Parce que le film Contract to Kill, on ne peut le comprendre, et les mensonges qui sont distillés, qu'en comprenant la géopolitique actuelle. La géopolitique actuelle se résume à, quand on se dirige vers un gouvernement mondial unique avec Israël au centre des impulsions, c'est-à-dire que les élites veulent mettre au centre des impulsions le judaïsme à la place des branches religieuses en état de faillite. Ça suppose qu'après l'émancipation christique, l'humanité s'est dispersée et s'est superficialisée. C'est ce qui explique que la branche chrétienne va se scinder en deux, les catholiques puis les orthodoxes, puis que la branche catholique va donner le protestantisme, et que le protestantisme, par l'accentuation des guerres de déportation et du trafic gauchiste, commercial, va globaliser la planète sur une ère marchande et remettre c'est pas remettre parce que le judaïsme n'a jamais été au centre des impulsions, et mettre le judaïsme au centre des impulsions à la place des autres branches religieuses qui seront prédatées. C'est-à-dire que, proportionnellement et relativement dans le temps, on s'est sophistiqué dans le culte de la science au détriment de la morale et de la religion, si vous voulez. Et c'est ce qui fait que, de manière globale, avec l'économie mondiale actuelle, on est en train de se superficialiser au profit de l'émergence du pôle juif au centre des impulsions. Donc, on va prendre le micro-segment qui nous intéresse en partant d'une base simplifiée. Les Anglais ont eu une période d'essor qu'on va appeler l'épopée victorienne. C'est l'âge d'or de l'Angleterre, la domination de l'Angleterre, c'est sous le règne de la reine Victoria. Ça a induit la dette et la Première Guerre mondiale. Ça a contribué à étendre le Commonwealth et à dégrader le résiduel des anciennes colonies catholiques. Les guerres caribéennes et les guerres de 7 ans qui sont préalables, c'est la réappropriation des sphères d'influence de l'Espagne et de la France catholique au profit du protestantisme. L'épopée victorienne va répandre la culture anglaise qui est superficielle car mue par le paganisme nordique. Rappelez-vous qu'Odin, puisque c'est la base des Nordiques et donc des Anglo-Saxons, c'est le défaitisme nordique. Rappelez-vous le parcours d'Odin qui troque son œil gauche contre la science à la fontaine de Mimir et qui finit broyé par les mâchoires du loup Fenrir. Ça veut dire que, de manière intergénérationnelle, chez les Nordiques, on ne remet pas en cause correctement la mainmise des anciennes générations, on se soumet, on se superficialise dans le culte de l'objet de compensation et on finit aspiré par les forces matérialistes. C'est le contraire du positivisme grec avec Zeus, qui lui s'émancipe de Chronos en lui faisant manger une pierre, qui est le symbole du matérialisme afférent à la soumission au secret de famille et donc à la soumission intergénérationnelle. Bon, c'est ce qui fait qu'il y aura toujours, entre positivisme gréco-romain et christianisme, un antagonisme avec défaitisme nordique et donc un antagonisme entre catholiques et protestants dans le temps. Les protestants étant très proches
du judaïsme, en toute complicité, puisque le protestantisme qui est mu par le paganisme nordique et qui veut faire les poches aux catholiques et aux orthodoxes, finalement, au profit du judaïsme à la fin, hein, c'est c'est le vecteur qui sera le principal contributeur de la dégradation de la planète au profit du judaïsme. Regardez, l'épopée victorienne va donner une dette dantesque qu'on masquera par la Première Guerre mondiale. Et tous les pays qui s'incluent dans le modèle anglais libéral, colonialisme et culte de la science, sont endettés. Et on fera toujours payer les moins pires. Ce qui veut dire que, progressivement, par dégradation interne, la superficialité gagne du terrain et le judaïsme croît, au détriment des branches religieuses. Et il y a bien un plan qui est mu par, qui vient d'Angleterre et qui a consisté à dégrader la monarchie catholique pour dégrader la catholicité en Europe. Ça a créé le mouvement napoléonien qui est un peu gauchiste et qui va dégrader l'Europe au profit de l'établissement du libéralisme anglais. Ils vont dévier Napoléon en Russie et la France se soumettra progressivement au libéralisme anglais, ce qui donnera les frères Lumière et puis la tour Eiffel. Je me répète, mais c'est pour bien comprendre les bases. Et donc, on va faire payer la note aux Allemands qui s'étaient le moins impliqués dans le colonialisme pendant la Première Guerre mondiale. Les Anglais perdant la main en 1917 progressivement, mettent en place le bolchevisme pour dégrader en plus la branche orthodoxe. Et progressivement sur la dégradation de la vieille Europe au travers de 14-18 et 39-45 et de l'Empire ottoman, hein, puisque c'est lié au colonialisme, eh bien, l'Amérique va prendre le pas à l'Angleterre. C'est-à-dire que on n'a pas stoppé les erreurs de déportation du culte de la science et du colonialisme anglais, on les a accentués, ce qui donne une grande mainmise, une grande force d'impact aux États-Unis, si vous voulez. Et donc, sur la dégradation de la vieille Europe, après avoir financé Adolf Hitler, qu'ils ont poussé comme Napoléon contre les Russes et qui a dégradé l'Europe, eh bien l'Amérique s'impose au niveau mondial sur ces impostures historiques. Et comme le but c'était de continuer à dégrader les catholiques, puis les orthodoxes, eh bien quand les Américains prennent la main, ils continuent la dégradation de la branche russe par la guerre froide. C'est primordial pour comprendre le film de Steven Seagal, car l'Empire ottoman étant de manière parallèle dégradé, comme l'Europe l'a été entre 14-8, 39, 45, on va voir dans le monde arabe des éclats dispersés entre les deux blocs. Le bloc atlantocioniste et le bloc plutôt pro-URSS. Et le monde arabe va donc être divisé entre socialisme, communisme et nationalisme, et les pays qui se soumettront au sionisme, si vous voulez, comme l'Arabie Saoudite. Hein. Tous les pays mis en place par les anglo-saxons pour des raisons de pétrole seront sionistes. Aujourd'hui, c'est le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, tout ce qui est... Et alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que quand la branche russe, qui a résisté au Vietnam et qui a mis la contamination américaine à mal, quand les Russes finissent par tomber dans les années 90 parce que les Américains se sont vengés via l'Afghanistan en finançant les terroristes, financent les talibans pour dégager les Russes, et puis après ça donne Al-Qaïda, Daesh, ISIS. La réappropriation des ex-sphères d'influence de l'URSS dans les pays arabes donnera chez les Américains le financement indirect de terroristes pour dégager l'influence communiste, si vous voulez, socialiste ou nationaliste arabe. Et tout ça se fait évidemment au profit d'Israël et du sionisme, et pour que les Américains continuent à se complaire dans un modèle du culte de la science et du colonialisme, sans faire aucun effort, donc en faisant les poches aux cultures résiduelles en état de faillite, si vous voulez. C'est ce qui fait que le judaïsme croit sur la dégradation progressive, que la mouvance atlantocioniste, ne voulant pas stopper ces erreurs de culte des apparences, provoque, en pillant les ressources naturelles et en finançant leur contrepartie hystérique terroriste dans le monde arabe pour faire tomber les pays que eux, les Américains, accusent d'être des pays terroristes. Or, aujourd'hui,
une fois que la Russie est tombée dans les années 90, même en Europe hein, de l'Est, les Américains ont essayé de se réapproprier les pays qui étaient proches de l'URSS. Progressivement, ils ont progressé comme ça. Et dans les pays arabes, ça a été pareil. Or, avec le sursaut de Poutine, ça a été stoppé. Et on a donc affaire à deux blocs. On a un bloc pro-russe, d'un côté, avec l'Iran, et on peut dire quelque part le Hezbollah, les Palestiniens qui essayent un peu de résister, et puis de l'autre côté, la mouvance atlanto-sioniste. Il y a du terrorisme des deux côtés, mais on va dire que le terrorisme de la branche pro-palestinienne, de la branche libanaise, hein, ce sont des branches qui résistent, si vous voulez. Le terrorisme n'est pas... on va dire, c'est pas la même hauteur que la branche atlanto-sioniste qui finance Al-Qaïda, Daesh, ISIS, on le voit, hein, pour dégrader la Syrie, pour dégrader la Libye, vous voyez, tous ces pays qui essayaient de trouver un peu une indépendance hein, du dollar et de la dette au système mondial sioniste, si vous voulez. Donc on a affaire à deux blocs, avec d'un côté il y a du terrorisme de résistance, mais qui est moindre si vous voulez, et de l'autre côté un mouvement énorme qui est atlanto-sioniste, qui finance des groupes terroristes tout en prétendant lutter contre le terrorisme, si vous voulez, mais qui produit des massacres de masse énormes avec des accusations inversées. Donc on en est aujourd'hui à notre époque où, pour se prolonger dans un modèle colonialiste, devenu néocolonialiste, du culte de la science, au détriment des branches religieuses à qui on fait les poches, eh bien, on est en opposition avec des accusations inversées, et la Russie semble résister et faire barrage. Et tous les pays arabes qui sont plutôt du côté de la Russie sont accusés inversement d'être terroristes. Et le film Contract to Kill de Seagal se comprend dans le sens que tout est inversé. C'est-à-dire que le méchant terroriste est un Libanais, du Hezbollah. Ayaan Al-Mujahid, anciennement numéro 2 du Hezbollah, en charge des déposeurs de bombes. Il a pris le contrôle du mouvement en septembre, après l'élimination de son frère par un drone américain. Et personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Qui viendrait, c'est là que c'est choquant parce que qui viendrait s'allier avec les cartels mexicains de la drogue pour rentrer aux États-Unis, si vous voulez. On met les caractéristiques de la mouvance islamique hystérique financée par les États-Unis sur le dos de ceux qui les combattent. En Syrie, l'Iran, le Hezbollah combattent Daesh et Al-Qaïda, si vous voulez. Or, on essaye de nous faire croire que le Liban, le Hezbollah, essayent de passer par les cartels de drogue mexicains pour rentrer aux États-Unis, semer le terrorisme. C'est bidon. Tous les attentats qui ont été commis sur le sol américain étaient des attentats supervisés par le gouvernement américain pour justifier des lois liberticides et justifier, si vous voulez, le fichage des gens sous couvert de lutte antiterroriste, si vous voulez. Le 26 février 1993, une bombe explosa dans les parkings souterrains de la tour nord du World Trade Center à New York. Elle fit 6 morts et des dizaines de blessés. L'explosion éventra plusieurs niveaux dans les souterrains de la tour, mais ne mit pas en péril l'intégrité structurelle de l'édifice. Le FBI remonta très rapidement aux coupables, un groupe d'islamistes mené par un certain Ramzi Youssef. Plusieurs d'entre eux furent condamnés par la suite à la prison à vie. Depuis ce jour, le sentiment de sécurité des Américains, qui s'étaient toujours sentis à l'abri sur leur territoire, fut mis à mal pour toujours. Voici comment débutait un documentaire de la série The FBI Files, consacré précisément à l'attentat de 1993 contre le World Trade Center. I'm Jim Kellstrom, former director of the FBI's New York office. Terrorist bombings are what happen in other countries, not here in the United States. And yet, in 1993, it happened in New York City. The World Trade Center bombing
rattled our notion of domestic security. It shook the foundation of our belief that we're not vulnerable to terrorism. The cracks it caused in our self-confidence can never be repaired. If it happened once, could it happen again? It was the question in everyone's mind. Dommage que ce soit précisément le FBI qui ait sponsorisé l'attentat de 93 au World Trade Center. Le procès mit en effet en évidence le fait que c'est le FBI qui avait fourni aux terroristes le matériel pour confectionner la bombe, au travers d'un de ses infiltrés, l'ex-militaire égyptien Emad Salem, spécialisé dans la fabrication de bombes. There is some evidence that the FBI may have known of the plot in advance through an informant and might even have stopped the bombing that killed 6 people. Correspondent Jacqueline Adams has the story. FBI agents might have been able to prevent last February's deadly explosion at New York's World Trade Center. They discussed secretly substituting harmless powder for the explosives, but they didn't, according to the FBI's own informant, Emad Salem. Unbeknownst to the FBI at the time, Salem recorded many of his conversations with his handlers. In one, Salem complains to an FBI agent, "Since the bomb went off, I feel terrible, I feel bad, I feel here is people who don't listen." The agent replies, "Hey, I mean, it wasn't like you didn't try and I didn't try. You can't force people to do the right thing." Voici un autre extrait des enregistrements où l'on voit Salem confirmer que la bombe a été fabriquée sous la supervision du FBI. We was start already building the bomb, which is went off in the World Trade Center. It was built by supervision from the Bureau and the GA, and we was all informed about it, and we know that the bomb start to be built. By who? By your confidential informant. Ted Gunderson est un ex-agent du FBI qui, après avoir quitté ses fonctions, a dénoncé l'implication de sa propre agence et de manière plus générale du gouvernement américain dans tous les principaux attentats survenus aux États-Unis au cours de ces 20 dernières années. Oklahoma City, the first World Trade Center bombing, the second World Trade Center bombing were all orchestrated, and our government knew about it. And in some cases, like the first World Trade Center, they furnished the explosives and the training for these guys. Et revoici ce même Gunderson qui commente l'implication du FBI dans le premier attentat du World Trade Center, celui de 93. As a result of testimony in the trial and the informant, the FBI informant in the trial, a fellow named Salam, a 43-year-old former Egyptian army officer. Emad Salam. Right, he was the informant for the FBI. And he recorded his conversations secretly with this. So when it came time for trial, he said, "Hey, wait a minute, here's what really happened." Now, he told the FBI in advance that they were going to bomb it. He was assigned, given the assignment to put the bomb together. And he went to his supervisor, his FBI supervisor, and said, "We're going to put a dummy bomb in here, right?" And the FBI supervisor said, "No, we're going to put a real bomb." Le juge Angelo Napolitano a réalisé pendant plusieurs années les analyses politiques pour la chaîne Fox News. Dans cette émission, où il parle de 17 affaires d'attentats apparemment déjouées par le FBI, il explique que ce même FBI infiltre et parvient à convaincre les différents groupes d'aspirants terroristes à préparer ces attentats. Exactement comme ils l'ont fait dans le cas du World Trade Center. But the more curious cases are the remaining 17 for which the federal government has taken credit. They all have a common and reprehensible thread. They were planned, plotted, controlled, and carried out by the federal government itself. In all of these 17 cases, from the Fort Dix 6 to the Lackawanna 7 to the Portland parade bomber, the feds found young men of Muslim backgrounds, loners who were bitter at America. They befriended them, cajoled them, and persuaded them that they could change the world by killing Americans. In all these cases, agents worked undercover and portrayed themselves to the targets as Arabs of like un-American mind. In some cases, the federal agents used third parties to act as middlemen. The third parties were typically persons who had been convicted of crimes and who, in return for leniency at their own sentencings, were willing to work with the same feds who prosecuted them in order to help the feds entrap whomever else those feds were pursuing. Voilà, selon Ted Gunderson, le motif pour lequel le FBI se serait impliqué de manière directe dans tous les principaux attentats de ces dernières années sur le sol américain. Okay, back in the 80s, 1980s, the Department of Justice proposed legislation to fight terrorism. And this legislation took away many of our constitutional rights and civil liberties.
One of the authors, a female attorney with the Department of Justice, publicly made this statement. I've got her name on my file someplace, that before this passes, people will have to be killed. Well, so that was the reason, I feel, for the 1993 World Trade Center bombing. Unfortunately for them, fortunately for us, the good guys, there were only 6 people killed, not enough to pass the legislation. Une affirmation que vient corroborer l'écrivain Steve Emerson, auteur du livre American Jihad. I heard it repeatedly after the 93 World Trade Center bombing by saying they didn't kill enough people. It wasn't said by militants, it was said by FBI agents. They didn't say it because they wanted more blood, but they understood that it would take more blood in order to get the government to react. 8 ans plus tard, ils ont finalement obtenu satisfaction. Et alors, c'est là que c'est une imposture, c'est que, évidemment, comme la mouvance américaine est gauchiste et contaminatrice, elle se complaît dans le culte des déviances gauchistes et des produits stupéfiants. Regardez, en Indochine, parce que la France c'était pareil à l'époque, avant que ce soit réapproprié par la mouvance américaine, c'était les Français qui étaient en Indochine. Il y avait la French Connection. Hein, et puis après le Vietnam, ça a été le trafic de cocaïne. Et en Afghanistan, ça a été le trafic d'opium. Il y a une longue histoire dans la culture anglaise de trafic de drogue. Hein. Ils ont essayé de contraindre les Chinois à se droguer à l'opium sous la contrainte militaire. Hein, c'est ça, c'est la réalité. C'est toujours de la complaisance gauchiste du culte de la science et la déportation pour se torcher dans d'autres cultures. Bon, donc, évidemment, les États-Unis, la CIA, ont toujours été très proches des trafics de drogue contaminateurs, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas dire que le Hezbollah, l'Iran, berce dans les trafics de drogue comme ils sont accusés dans le film de Steven Seagal. En réalité, il n'y a absolument aucun terroriste des pays arabes mentionnés, Liban, palestinien, ou il doit y en avoir d'autres, hein, qui essayent de passer à la frontière par les cartels mexicains, car c'est très simple à vérifier, on peut le voir par le cinéma, Steven Seagal, dans Machete, il se fait harakiri contre les gauchistes pro-immigrationnistes des Mexicains, Rodriguez. Regardez Une nuit en enfer, où ils finissent tous à se faire bouffer par des vampires à la frontière mexicaine, hein, au Mexique. Hein. On a bien là les desperados américains, c'est-à-dire les voleurs, les vendeurs de drogue, qui se retrouvent aspirés par le contrebas mexicain, si vous voulez. Dans un coin perdu, au fin fond de nulle part, 2 des criminels les plus dangereux d'Amérique foncent vers la frontière. Lors du braquage d'un commerce de spiritueux à Big Springs, les sinistres frères Gecko ont encore tué un ranger du Texas, ce qui porte le bilan de l'hécatombe à 16. Pour eux, la liberté se trouve au bout de la nuit. Ça, c'est un bar qui me plaît. Mais cela va être une nuit d'enfer. Réalisé par Robert Rodriguez. Écrit par Quentin Tarantino. Une nuit en enfer. Or, dans Machete, Seagal se fait harakiri contre ces gens-là, donc il abandonne, si vous voulez.
Donc on voit bien que le trafic de drogue du côté du Mexique, ça a trait au gauchisme américain sous Obama et Clinton, si vous voulez. Et que Trump veut mettre une frontière, mais c'est une passoire, ce type n'est absolument pas à la hauteur de son baratin, exactement comme Steven Seagal. On peut dire que Steven Seagal correspond pas mal à Trump. Ce sont des jolis discours, mais qui sont des discours passoires, si vous voulez. Parce que, si vous voulez, oui, Seagal a fait des discours comme quoi le plus gros problème des États-Unis, c'était la frontière mexicaine et les immigrés clandestins. I think our biggest problem is open borders. I think Reagan once said, if you don't, have security on your borders, you don't have a country. Brace yourself, guys. But not everything went as planned. After a high-profile raid on a suspected cartel member's home, critics slammed Seagal and Arpaio, saying they staged the event just for the cameras. Seagal said the show of force, including the use of an armored vehicle, was justified. When we get intel like that, we don't want to go with, me and my partner. We want to go with SWAT, just to make sure that nobody gets hurt. Now, 2 years after the raid and a failed lawsuit by the man convicted of felony cockfighting, Seagal has made Arizona his home. He still feels strongly about immigration issues and says he's considering a job that could impact the process. Messis Farakiri dans Machette contre les pro-immigrés, il n'y a qu'à voir le film Machette de Rodriguez, vous comprendrez. Et couplez-le avec le film Une nuit en enfer. C'est très intéressant pour comprendre le rapport aux Mexicains de la mouvance gauchiste américaine. Et donc Seagal se plie à ces gens-là. Donc il y a bien un discours de façade anti-immigration clandestine, et puis une réalité qui, par le film, trahit le fond, si vous voulez. Hein, et donc, évidemment, de faire croire que le Hezbollah passe par les cartels mexicains qui correspondent aux gauchistes américains. Hein. Déjà, dans Easy Rider, ils allaient chercher de la cocaïne. Mai 68, Woodstock, ça va, quand on pense au film Easy Rider, on pense à Woodstock, ils vont chercher de la cocaïne en Amérique, au Mexique, et puis c'est comme ça qu'ils font leur fric. C'est une belle mentalité de faire du fric sur le fait de vendre de la drogue aux États-Unis. Faire sa vie comme ça, c'est très vertueux. Ça, c'est vraiment mai 68 et Woodstock, la belle mentalité. Et donc, il n'y a aucun rapport entre le terrorisme supposé du Hezbollah, de l'Iran, qui était un terrorisme de résistance locale contre des groupes armés terroristes pro-sionistes, si vous voulez. De toute façon, Israël dégrade le monde arabe au profit de l'émergence d'un pôle qui mettrait toutes les configurations énergétiques vers Israël. Hein, c'est pour ça que la Syrie, ils essayent de la dégager en finançant Daesh. Ils s'en cachent pas d'ailleurs. Selon Al-Mayadeen TV, l'ex-ministre de la Sécurité en Israël, le général Yalon, a déclaré que Daesh avait tiré sur des soldats israéliens une fois. L'ex-ministre de la Sécurité a ajouté imprudemment que Daesh s'était excusé le lendemain pour cet incident. This is quite an extraordinary moment here. I'm about 2 miles, 2 kilometers from the Syrian border in an old cemetery. And behind me, there are Israeli troops massing. There's a jeep, there's an ambulance, and over here on the far side, I don't know if you can see it, there's an armoured vehicle as well, because it's a dangerous operation. They're going to be rescuing 4 wounded Syrians, badly wounded Syrians, including fighters, from the border and bringing them into Israel for treatment. And also they're going to be taking some Syrians who've been treated and delivering them back over the border into Syria. This is quite a remarkable operation for the Israeli Defense Forces to carry out, considering the fact that they are officially at war with Syria. The journey to the Syrian border is tense, but the soldiers find what they're looking for, an unconscious alleged rebel militant with serious gunshot wounds who's been dumped just across the border. The Daily Mail published an exclusive footage covering an operation of Israeli commandos to rescue and provide medical aid to Al-Qaeda terrorists operating in Syria. The very same Al-Qaeda which was supposedly responsible for the 9/11 attacks in the United States and many others worldwide, and is now regarded by the White House as moderate freedom fighters, because they are helping them take down Bashar al-Assad, while the other counterfeit terrorist group fabricated by the joint Mossad CIA MI6, ISIS, provides plausible deniability for their employers in Tel Aviv, Washington and London.
Now the fact that the Israeli operation was allowed to be recorded on camera can only mean they just don't give any fucks anymore. And when the powers that be no longer bother hiding their evil deeds, the shitstorm is about to hit the fan big time. Hein? Et donc le film, le Contract to Kill est totalement inversé, scandaleux. Il n'y a aucun rapport entre les cartels de drogue mexicains et le Hezbollah, si vous voulez. Par contre, il y a un rapport entre le gauchisme américain et les cartels de drogue, et il y a un rapport direct entre la CIA et les trafics de drogue. Et donc, il y a un rapport direct, via Machete, entre le baratineur Seagal et le trafic de drogue via la frontière mexicaine. Hein? Et oui, c'est la réalité. On va dire que si Seagal est la mouvance qui correspond à Trump, peut-être à Bush, la sous-jacence de son mouvement, c'est le gauchisme. Mais s'il se fait harakiri dans Machete, on a compris que le type était une passoire. Donc c'est un baratineur qui, en plus, dans son film, fait un discours pro-israélien extrémiste, puisqu'il tue tout le monde, hein, avec le discours inversé contre l'arabe qui tue, hein, toujours le méchant arabe, comme quoi l'arabe, lui, il dirait que pour son idéologie, il est prêt à tuer des femmes et des enfants. Alors qu'évidemment, vous n'avez qu'à regarder dans le monde actuel, pour se complaire dans l'objet de compensation et de culte de l'objet immature de compensation. Dans le film de Seagal, c'est la Camaro qui la symbolise. Hein. J'appelle Rivera. Ok, vas-y. C'est votre voiture? Je crois qu'il est réglé sur ta voiture. Merde, c'est la bille qui visait. John, Laisse tomber. t'as vu ce qu'il transporte? John, Laisse le faire. ok, ça fait son petit effet. John? John? C'est vous, Sharp? Vous êtes John Harmon? Ouais, c'est moi, en effet. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis bien Matthew Sharp. Belle démonstration de pilotage. J'ai peut-être un job pour vous. Pour se complaire dans le culte des technologies, ils sont prêts à faire les poches un peu plus à des pays qui sont déjà miséreux, si vous voulez. Hein. Et évidemment, Israël grossit à travers ça. Avec en plus, alors, et c'est là qu'on va voir la perversion du film,
le fait de faire croire que l'avion russe, c'est le type du Hezbollah qui avait été formé à la CIA, mais qui après est parti et a fait exploser l'avion russe. C'est scandaleux, évidemment. On sait que, vous savez, l'histoire de Margerie, là, le patron du pétrole, de la compagnie pétrolière française, il a été assassiné par les services américains parce qu'il continuait de faire des affaires avec la Russie, alors qu'Obama avait imposé un embargo contre la Russie. Eh bien, on peut dire que beaucoup d'avions russes ont explosé via le financement terroriste indirect de la CIA. Et de faire croire dans le film que c'est un type qui avait été formé par la CIA mais qui s'en est désolidarisé et que la CIA lui court après parce qu'il a fait exploser un avion russe, c'est prendre les gens véritablement pour des cons. Et donc, évidemment, quand on regarde le film Contract to Kill, on voit que Steven Seagal tient un discours finalement pro-extrémiste israélien. Et là où ça va même plus loin, c'est que j'avais expliqué, moi, dans les analyses que je faisais, notamment dans Nico, que le type usurpait l'identité d'un catholique italien intègre, alors qu'il était d'origine, lui, juive et anglaise, et qu'il se foutait de la gueule du monde. Eh bien, l'idée, c'est qu'à travers le film de Seagal, on comprend que si Seagal correspond à Trump avec son discours anti-immigrationniste, alors qu'il n'est qu'une passoire, eh bien, il est évident que le discours pro-russe est un discours totalement faux et de façade qui consiste, et on le voit par rapport au film, à essayer de faire croire aux Russes que les terroristes qui les agressent sont du Hezbollah, de l'Iran, pour couper, si vous voulez, et inverser la réalité de résistance au profit de la mentalité pro-juive israélienne, si vous voulez. Donc ces gens-là, aux États-Unis, ne dupent plus personne, que ce soit Trump ou Seagal et leur faux discours pro-russe, ce sont des gens foncièrement pro-israéliens et anti-russes, qui essayent de corrompre l'esprit des Russes en faisant passer les actes terroristes dont eux sont responsables sur le dos du Hezbollah, de la Palestine, de l'Iran, qui n'ont aucun intérêt objectif à s'en prendre aux Russes, qui sont les seuls peut-être à les maintenir, si vous voulez, en vie, par rapport à la déferlante sioniste. Donc Steven Seagal est un imposteur, un menteur, et il n'y a rien de vrai dans ses films. Je dirais en plus que ce type a le toupet de se revendiquer du Tibet et de la philosophie asiatique des arts martiaux. Toute personne qui pratique les arts martiaux sait que la sagesse et la non-violence en sont la base. Les gens qui pratiquent les arts martiaux pour blesser, tuer, sont des imposteurs et des gens qui n'ont rien compris à la vie. Que ce soit clair. Also have a lethal weapon, and you, as you said, could kill me with one thing. That's part of a defense. One quick thing. One very quick thing. Yeah, it'd be so quick that you'd never feel a thing, Larry. In fact, you know, forget about Kevorkian. If you ever need to die, call me. Might be a good way to go. You could get into a new... so quick you wouldn't feel it. En plus, je conclurai sur les films de Steven Seagal. Dans les films de Steven Seagal, tout est simple. Il est toujours braqué par un type qui fait que tchatcher pendant des heures avant que Seagal le désarme et le mette KO. En réalité, si vous êtes confronté à un type qui a un flingue et qui a l'intention de vous tuer, il parle pas pendant des heures, il vous tire dessus. Et vous avez beau savoir faire du karaté ou de l'aïkido, je suis désolé, vous savez pas parer les balles avec les mains, c'est la réalité. Les films de Steven Seagal relèvent un peu du mythe de Frank Dux, qui, je pense que il y a beaucoup de Frank Dux dans le Steven Seagal, c'est-à-dire un baratineur et un type qui se la raconte. Avec un joli discours de façade. On peut être très bon en Aikido, hein, ça fait pas de vous un type capable de, dans la rue, de défaire 10 personnes de suite. Voilà, donc le film, je vous conseille de le regarder, Contract to Kill de Steven Seagal, est une imposture. Alors j'ai marqué peut-être des trucs, hein, qu'est-ce que j'aurais raté là-dessus? Ah oui, il y a le fait de tuer sans justifier, sans se justifier. Dans le film, il tue tout le monde et il dit les gens n'ont pas besoin de savoir pourquoi on les tue, si vous voulez. Hein. Nous sommes là pour protéger les citoyens des États-Unis d'Amérique.
Et les Américains, tout comme leurs représentants élus, n'ont pas besoin de savoir ce qu'on fait, comment et à qui. Tout ce qui compte, c'est que le soir, quand ils se couchent et qu'ils éteignent la lumière, ils se sentent en sécurité. C'est pour que les Américains puissent dormir tranquilles. D'accord. Et voilà, essayer de faire passer le terrorisme d'Al-Qaïda et de Daesh sur le Hezbollah, alors qu'évidemment, le terrorisme d'Al-Qaïda et de Daesh, il n'y a pas d'alliance entre le Hezbollah et Daesh. Les deux se combattent puisque Daesh est aux ordres d'Israël et que le Hezbollah ou le Liban, ils essaient de résister à une destruction par Israël, si vous voulez. Donc il y a bien un mensonge avéré, choquant dans le film. Et donc je conclus sur le cycle des films des arts martiaux. Steven Seagal est une imposture et une fraude. C'est un type hyper violent qui a de jolis discours de façade et qui n'est qu'une passoire. Et je pense que ça correspond très bien à la mouvance de Trump qui va essayer d'entuber les Russes, quoi qu'il en soit. Il n'y a rien à attendre des Américains ni de Trump. Ils ont juste viré Clinton parce qu'elle n'était pas à la hauteur par rapport à Poutine, et ils vont essayer de l'entuber par un faux discours de façade. Ça s'appelle la substitution mimétique. Vous savez, le fait de dire « Ah, je suis pro-russe », mais le terrorisme là qui a fait détruire les avions russes, c'est le Hezbollah, par exemple. De dire ça, c'est essayer de convaincre les Russes que c'est très pervers de mettre la résistance pro-arabe responsable des actes terroristes pro-juifs, pro-israéliens, pour le gouvernement mondial unique, que la Russie freine, si vous voulez, en n'acceptant pas tout et n'importe quoi. Et ça, c'est véritablement représentatif de Trump, qui est farouchement anti-iranien et radiquement pro-sioniste. Voilà. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment allez-vous? Ça va, Dieu soit loué. Savez-vous pourquoi je suis là? Et vous savez pourquoi? Je suis là parce que quand la CIA forme des agents qui ensuite utilisent ce savoir pour se remplir les poches et financer des activités terroristes, elle n'est pas très satisfaite. C'est ça leur version? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et j'ai lu quelques rapports aussi. Et si je vous disais que je n'ai rien fait d'autre qu'obéir à des ordres? Que j'en sais long sur les activités secrètes et peu avouables de la CIA? Tripoli, la Syrie. La liste est longue, croyez-moi. Vous en savez beaucoup trop. C'est pour ça que vous êtes là. Vous dites la vérité, j'apprécie. Mais je ne peux pas vous laisser entrer aux États-Unis et activer ces cellules.